Les demi-finales du Masters sont quasiment connues, il y a une toute petite subtilité, mais en tout cas demain ce qui est sûr c'est qu'il y aura un match entre Zverev et Fritz, et l'autre demi-finale ce sera entre Jannik Sinner et une victime potentielle à choisir entre Casper Ruud et Andrei Rublev, avec un léger avantage à l'heure où j'enregistre cette vidéo pour Casper Ruud. On va découper cette vidéo en deux parties, on va parler de l'élimination de Carlos Alcaraz, qu'est-ce qui s'est passé exactement lors de ce troisième match contre Zverev, et en deuxième partie on va évoquer l'intérêt très faible suscité par ce Masters. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens ne sont pas du tout intéressés par ce qui est quand même ce qui était considéré comme le 5e grand chelem dans la saison, le rendez-vous des maîtres, les 8 meilleurs joueurs du monde, et pourtant on le voit bien hein, sur les réseaux sociaux, sur Tennis TV, au niveau des vues, des highlights, eh bien c'est très faible par rapport à la saison dernière. Donc on va se poser les bonnes questions et on attaque juste après ton petit pouce. Allez, on attaque avec l'élimination de Carlos Alcaraz et sa fin de saison, même s'il sera à la Coupe Davis d'ici quelques jours. Alors c'est la saison de tous les paradoxes, cette saison 2024 pour Carlitos, parce qu'on rappelle rapidement, si c'est nécessaire de le faire, 2 grands chelems, la médaille d'argent olympique, un Masters 1000, il a mené 3-0 contre Sinner, il est invaincu contre Sinner cette saison, mais en même temps, une saison qui s'est arrêtée trop tôt, parce que après les JO, on se rend compte qu'il y a très peu de performances de grande qualité. Ce sont aussi des défaites indignes de son rang qui ont animé sa deuxième partie de saison, avec des défaites contre Monfils, avec des défaites contre Marach, où il s'est fait sauter à la gorge. Et ça, c'est un plan de jeu qui fonctionne contre Carlitos, on le sait, c'est de l'asphyxier, de lui rentrer dedans. Et on se rend compte que après l'été, quand on arrive en indoor, eh bien, il a plus trop les solutions au niveau tactique, et il est également complètement bouilli au niveau mental. Quand on résume, on peut observer que sa seule très bonne performance, la performance de très très grande qualité, c'était en finale de Pékin contre Jannik Sinner avec un tie-break complètement lunaire de sa part. Mais sinon, quand on regarde ces rencontres, il y a quoi? 1 ou 2 très bons matchs, mais sinon c'est mid, voire carrément médiocre, en dessous de la moyenne pour Carlitos. Alors on va dire, ok, c'est une saison olympique, il est encore très jeune, il a 21 ans, si on compare avec Novak par exemple, Novak il a atteint sa plénitude physique en 2011, il avait déjà 23 ans, c'était l'année de ses 24 ans, Roger Federer qui a remporté son premier grand chelem à 22 ans, ou pas loin, donc ne soyons pas trop impatients avec Carlos Alcaraz qui a déjà 4 grands chelems dans la besace, mais on remarque quelque chose quand même sur ses 2-3 premières saisons élites, c'est que son talent et son style de jeu demande une énorme disponibilité mentale. Il a besoin d'être frais mentalement, il a besoin d'être clairvoyant pour garder ce génie sous contrôle. Et on l'a vu encore hein, là sur ce Masters, on l'a vu ces dernières semaines, quand il est fatigué, quand il est un petit peu fourbu, il y a un énervement qui ressort beaucoup plus vite, il est à fleur de peau et il n'arrive pas à jouer à son plein potentiel. Et ce qu'on peut remarquer également, c'est que son tennis est trop indexé sur le bonheur de jouer. Et quand on l'écoute après sa défaite contre Casper Ruud, il a dit quelque chose, je trouve, qui est super significatif. Il a expliqué qu'il était déçu de ne pas avoir donné de plaisir aux gens. Et la notion de plaisir, elle est peut-être trop importante chez lui pour bien performer. Alors ça fait aussi, c'est un peu la qualité de ses défauts, le défaut de ses qualités. C'est qu'en gros, ce panache, cette notion de plaisir, ça peut l'amener à des sommets exceptionnels, c'est ça aussi qui fait l'ADN de ce joueur, mais en même temps, son niveau moyen est particulièrement chancelant, surtout quand on le compare à celui de Jannik Sinner. J'ai remarqué également sur le match là contre Zverev cet après-midi, une shot selection lunaire, des choix baroques, par exemple sur la balle de 7, la volée basse. Il faut qu'il attende, pourquoi il attend pas le rebond? Et même après, il se pose la question, il se dit mais qu'est-ce que j'ai branlé sur cette action? Donc c'est un choix qui est lunaire ici. L'impatience également dans la diagonale revers avec beaucoup de fautes. Donc son niveau sinusoïdal au sein d'une même saison, sa capacité à être flamboyant et quelques mois après, à l'automne, un peu dramatique sur son niveau de jeu. J'ai pas l'impression qu'il a intérêt à solutionner ça, je pense que ça fait partie de son ADN tennistique, le risque, la créativité. Et ça demande certaines ressources, comme ça demandait des ressources du même acabit à un certain Roger Federer par exemple. C'est beaucoup plus difficile d'être créatif, c'est beaucoup plus difficile de proposer des choses sur un court de tennis que d'être celui qui est en réaction, celui qui contre, celui qui attend à 1,50 m de sa baseline, qui distribue et qui attend un peu de voir ce qui se passe. C'est évidemment beaucoup plus compliqué de créer, de faire des amortis, des retours volés, etc., etc. Et donc Carlitos, il est peut-être dans une phase de sa carrière où il va devoir se poser les bonnes questions, mais en même temps je crois pas qu'ils doivent se développer dans le sens d'un joueur métronomique. Et pour revenir sur le Masters quelques instants, ça paraît difficile de voir une autre finale que Zverev versus Sinner ce dimanche. Zverev qui a confirmé sa grande forme sur ce troisième match avec un service stellaire
il est à 79% de première, magnifique, et surtout une vraie volonté d'aller vers l'avant. Après son deuxième match des poules, il est retourné sur un cours d'entraînement et il a travaillé son jeu vers l'avant, il a travaillé sa volée, et on l'a vu contre Carlos Alcaraz, une vraie volonté d'aller vers l'avant, même s'il y a du déchet, même si c'est pas forcément son jeu à la base, même si sa qualité de volée n'est pas particulièrement prodigieuse. Mais moi, ce service volé sur deuxième balle, alors qu'il était à 15-30 sur ce jeu, je trouve que ça montre l'envie de progresser de Zverev, en plus de son exceptionnelle couverture de terrain qui a fait exploser Carlos Alcaraz. Et il me donne actuellement l'impression d'être pleinement rentré dans son prime et surtout d'avoir pris conscience de ce qu'il fallait faire pour s'améliorer, de ce qu'il fallait faire pour lutter finalement en Grand Chelem contre les Sinner et contre les Alcaraz. Mais il y aura également demain une petite demi-finale contre Taylor Fritz qui justement l'a battu à Wimbledon et à l'US Open cette année en Grand Chelem. Parlons un petit peu désormais, si vous le voulez bien, de l'intérêt de ce Masters, un intérêt très faible et assez préoccupant je trouve pour la santé du tennis parce que c'est le plus grand tournoi ATP, géré par l'ATP de la saison. Et on le voit sur les retours, sur les commentaires, et aussi il y a un indicateur qui trompe pas, c'est le nombre de vues. Alors je suis allé comparer par rapport à 2023, et j'ai constaté un truc terrible, c'est que l'année dernière, on a des highlights sur Tennis TV qui pètent le million de vues, et là on végète entre 200, 300, 400K, donc on fait 2 à 3 fois moins de vues que l'année dernière, et on se rend compte que, je suis désolé de le dire, mais on remplace très difficilement Novak Djokovic en termes d'attraction, en termes de conversation. C'est pas un joueur que, voilà, comme ça, d'un claquement de doigts, tu peux remplacer. Et j'ai aussi bien l'impression que la retraite de Nadal la semaine prochaine lors de la Coupe Davis va drainer beaucoup plus d'intérêt et de conversation que ce Masters. Soyons quand même résolument positifs. On sait qu'un tournoi peut être sauvé par sa finale, par ses demi-finales, donc il peut encore y avoir un retournement de situation. Moi je me souviens par exemple, je vous le dis, le Wimbledon 2023, c'est un tournoi qui est horrible, qui est affreux, quasiment du début à la fin, et la finale en 5 manches entre Alcaraz et Djokovic qui va complètement sauver le tournoi. Et maintenant quand les gens disent Wimbledon 2023, ils pensent immédiatement à la finale, ils pensent pas aux 15 jours qui étaient particulièrement laborieux. Ce que je regrette aussi, c'est un peu ce manque de variété de style actuellement dans le tennis, de joueurs de classe aussi. Ça manque de classe, ça manque de créativité. On devrait pas autant, entre guillemets, désolé, mais se pignoler sur Alcaraz, quoi. Parce qu'il devrait y avoir d'autres joueurs comme lui, d'autres joueurs créatifs, d'autres joueurs instinctifs. Mais non, on se rend compte que c'est quand même bien formaté tout ça. C'est des bourrins du fond du cours, un peu sans imagination, même si certains essayent de mettre de la variété, de la texture dans leur jeu, mais on sent que ça arrive après en fait. Ça arrive à un certain stade de leur carrière, typiquement comme Zverev. Casper Ruud aussi qui m'a beaucoup plu sur ce tournoi, voilà, je dois le dire, c'est peut-être mon coup de cœur d'ailleurs de ce Masters 2024, je le dis sans troll aucun. Et donc cette uniformisation, je pense qu'elle participe au fait que voilà, il y a une forme de désintérêt, parce que quand ce sont deux lance-balles qui s'affrontent, à un moment donné, voilà, on n'est pas non plus sur le grand frisson. Et le tennis étant devenu un sport essentiellement physique, de répétition inlassable de coups amplifiés par les balles, eh bien en fait, si les joueurs sont cramés, si les joueurs sont mentalement épuisés, on se rend compte que le spectacle, il s'effondre. Parce que les joueurs n'ont pas ce plan B, ce plan C, cette technicité. Je me souviens par exemple de cette demi-finale de Roland-Garros en 2019 entre Federer et Nadal, dans le vent, dans le tourbillon, vous vous souvenez de ce match? Eh bien, les conditions étaient impraticables, mais on a quand même vu un super match de tennis. Pourquoi? Parce qu'on a deux gars qui ont une mimine fantastique et qui ont une capacité d'adaptabilité qu'on retrouve assez peu, je trouve, sur le circuit actuellement, avec des joueurs beaucoup trop métronomiques. Donc il y a une fatigue généralisée chez les joueurs, mais aussi chez les fans, et j'ai l'impression que ça se diffuse, c'est pas simplement dans le tennis, je le vois aussi dans le foot, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de fans de foot qui quittent un peu ce sport ou regardent encore par habitude, mais sont frustrés de ces joueurs ligne droite, essentiellement sur le physique, qui manque de touches techniques, manque de créativité, et quand tu enlèves ça, en fait, tu enlèves les émotions, parce que ce sont vraiment, je trouve, en tout cas pour moi, les joueurs créatifs ou qui ont une énorme personnalité, qui amènent, qui génèrent une forme d'émotion. Alors, Godenzi nous explique, il n'y a pas de souci les gars, c'est pas l'ATP le problème, c'est la Coupe Davis. Il a eu le culot de dire ça, c'est à cause de la Coupe Davis que les joueurs sont cramés et qu'ils n'ont pas assez de temps pour récupérer. C'est bien sûr pas du tout à cause des Masters 1000 sur 12 jours. Non. Alors je vais pas empiéter sur le bilan de la saison 2024 qui sortira sous quelques jours sur la chaîne, mais après j'ai bien conscience aussi qu'il y a un biais de mon côté, il y a un biais qui est assumé. Tu peux pas te buter à plus de 2000 matchs par saison, ce qui est le tarif que je m'inflige pour tenir la chaîne Service Volé, en plus des vidéos, en plus des montages, etc. etc.
et avoir une forme de fraîcheur et supporter le fait que des matchs soient mid, médiocres, voire parfois un peu en dessous. Évidemment, j'ai pas le même regard qu'un fan de tennis qui regarderait 100 matchs, 120 matchs, ce qui est déjà énorme dans une vie normale. Ça fait quasiment un match plein tous les 3 jours, c'est déjà beaucoup à mon sens. Mais voilà, je constate que c'est partagé par l'ensemble de la communauté tennis, en tout cas, cette réflexion que ce Masters est un petit peu sans saveur, et j'aimerais bien d'ailleurs avoir votre avis dans les commentaires, qu'on continue la conversation. Si vous avez un avis contradictoire, si vous êtes d'accord avec moi, lâchez vos meilleurs avis et je répondrai aux meilleurs commentaires avec très grand plaisir. Et c'est l'heure du coin prono sponsorisé par les Winamax de Winami. C'est le dernier coin prono de la saison. Sniff sniff. Winamax qui m'a accompagné sur l'ensemble de la saison 2024. Je voulais particulièrement les remercier. Ce sont eux qui aident à ce que la chaîne puisse perdurer, qui m'apporte un soutien très important pour assurer cette continuité de service volé. Alors on n'a pas encore les cotes des demi-finales, mais ça ne saurait tarder. On n'a pas encore la cote, par exemple, du Fritz versus Zverev, et attention, attention, car Fritz reste sur 3 victoires consécutives face à la saucisse germanique, 2 fois en Grand Chelem. La Lever Cup, on va l'oublier, c'est un match qui compte pas. Il faudra veiller à la qualité de service des deux loustiques. On est sur du serveur top tier, les deux sont top 5, top 6 actuellement sur le circuit. J'ai envie de voir ce que Fritz va pouvoir faire sur son revers, le revers long ligne particulièrement, parce qu'on sait que le Z va le cibler de ce côté-là, il va éviter le service en +1 en coup droit. J'ai la petite sensation, j'ai le début d'un frémissement, d'un instinct que il devrait y avoir un tie-break dans ce match, et potentiellement, à mon avis, on s'achemine vers une finale sans trop me risquer dans le bizarre entre Sinner et Zverev. On se retrouve ce dimanche juste après la finale du Masters pour le grand débrief des familles. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez du gratin dauphinois. Très bon.